Une marque de soda retire ses distributeurs des écoles secondaires. Elle évoque un débat social. Alors, faut-il se méfier de la malbouffe? Comment apprécier la bonne chair sans avoir l'impression de risquer sa santé? Le problème touche-t-il certaines couches sociales plus que d'autres? Que peuvent ou doivent faire les pouvoirs publics? Beaucoup de questions. Bienvenue sur le plateau de Versus. Et pour y répondre, Barbara Tract, bonjour. Vous êtes ministre en charge de la promotion de la santé à la COCOF. On a des questions pour vous, de même que pour Marie Degy. Bonjour. Vous êtes nutritionniste, vous consultez à Bruxelles. Philippe Wiener, bonjour. Vous êtes restaurateur, la nourriture, ça vous connaît. On verra si vous avez l'impression que c'est un métier facile à exercer, si les demandes sont nouvelles. Et puis Vincent Liévin, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions santé et vous avez écrit des livres aussi sur différentes thématiques. La première question pour vous, Barbara Tract. Oui. On parle de malbouffe, on parle de surpoids. Est-ce que vous êtes une ministre inquiète face à la situation aujourd'hui à Bruxelles, où on a des chiffres en tout cas à l'échelle de la Belgique? Oui, certainement. Et déjà d'ailleurs, on est parti du thème des enfants et de ce qui se passe dans les écoles. Déjà en première maternelle, il y a déjà 10% des enfants qui arrivent à l'école en étant en surpoids. Et parmi eux, donc sur ces 10%, il y a 6% qui sont déjà obèses, alors que ce sont de tout jeunes enfants. Et en fait, une fois que cette situation-là est installée, c'est très difficile. Enfin, j'imagine que les autres personnes autour de la table pourront me compléter et je l'espère le confirmer. C'est une situation dont il est très difficile de sortir. Donc oui, comme ministre de la promotion de la santé, quand on regarde l'ensemble des déterminants de la santé, la question de l'alimentation et certainement la question d'une mauvaise alimentation et la question notamment du sucre est une question préoccupante. Marie Degy, c'est quelque chose que vous constatiez vous aussi dans vos consultations. La ministre pointait la question des enfants. C'est dès le plus jeune âge que ça se joue ? C'est dès le plus jeune âge. Et c'est dès le plus jeune âge qu'on peut avoir un impact. Une chouette initiative qu'on a lancée à la commune d'Anderlecht, c'est qu'on organise des cours de cuisine intergénérationnels où les parents viennent cuisiner ou apprendre à cuisiner avec leurs enfants. Et en fait, on voit un impact très positif. Le fait de cuisiner ensemble permet aussi à l'enfant de connaître les légumes et d'en manger davantage, en fait. La cause du surpoids, vous, dans votre pratique, vous la voyez où elle est dans une mauvaise alimentation ou peut-être de mauvaises habitudes alimentaires? Parce que c'est pas tout à fait pareil en fait. Oui, alors les habitudes posent problème et surtout la désinformation ou la mauvaise information sur l'alimentation, parce qu'en fait on dit tout et son contraire dans la nutrition. Donc c'est important aussi de refixer les règles et d'expliquer en fait ce qu'est une bonne alimentation en vulgarisant en fait la science derrière, pour expliquer facilement aux enfants qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, et ça va pas être la même chose pour tout le monde. Il y a des règles quand même qui existent en matière d'information. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qu'il faut ou il faut les revoir, Barbara Tract? Oui, il y a des règles. Il y a effectivement des règles qui peuvent être améliorées. Je pense qu'il y a des réflexions d'ailleurs constantes sur le Nutri-Score notamment et son amélioration, l'intégration de certains types d'aliments ou l'amélioration du Nutri-Score pour certains types d'aliments. C'est une chose de bien informer. Je pense que en fait, c'est ce qui est le plus important, c'est de donner aux personnes le pouvoir d'agir. On a parlé des enfants, de leurs parents, de leur donner la bonne information pour qu'eux puissent agir correctement pour leur propre santé. C'est en fait ça le levier, je pense, le plus puissant en matière d'alimentation, l'information et le pouvoir d'agir des personnes. Mais on a quand même parfois l'impression qu'il faut être un peu un ingénieur pour comprendre un Nutri-Score ou la composition exacte. C'est d'ailleurs pas sans doute tout à fait innocent de la part des fournisseurs et des producteurs, non ? Oui, c'est pour ça que le Nutri-Score doit être amélioré, rendu plus lisible. Je pense que c'est très important l'information dans certaines situations. Bon, il y a des personnes qui gèrent très bien l'information mais il y en a d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué. Je pense que des ateliers comme ce qui vient de nous être indiqué redonne aussi du pouvoir d'agir pour des personnes pour lesquelles c'est peut-être plus compliqué. Je pense par exemple aux personnes diabétiques qui ont des restrictions alimentaires, donc certains aliments qu'elles doivent éviter. C'est peut-être plus compliqué pour elles, quand on voit l'offre que les supermarchés nous proposent, etc., de trouver des aliments sans sucre ou des aliments qui conviennent à leur régime alimentaire. Le fait de participer à des ateliers, de voir quelles possibilités existent pour elles dans le supermarché du coin, là où elles vont en général chercher les aliments qu'elles peuvent cuisiner. C'est aussi une manière forte et collective de gagner du pouvoir d'agir. Vincent Liévin, depuis le temps que vous couvrez
des questions de santé. Vous avez remarqué qu'il y avait... Parce que j'ai écrit des articles sur la prévention et c'est de pire en pire, donc je crois que je vais bientôt arrêter. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une augmentation de l'intérêt pour ces questions-là, allez, on va dire ces dernières années? Oui, mais c'est difficile de voir il faut que le message arrive à percoler, et là, c'est vrai que pour ça, il faut que les gens lisent l'information. Et aujourd'hui, elle est accessible sur différents canaux, donc il faut donner une information sur différents canaux. Je crois qu'il faut, par exemple, ne pas hésiter à aller sur TikTok ou d'autres médias, Instagram, adaptés aux plus jeunes, et aussi avoir des informations pour les parents adaptées, je ne vais pas dire aux plus âgés, parce que nous sommes tous parents à peu près, mais plus âgés, quoi, effectivement. Marie Leger, vous utilisez les réseaux sociaux, c'est un bon moyen aussi de faire passer le message, parce que voilà, vous informez aussi beaucoup de monde sur les risques liés à la malbouffe. Oui, tout à fait. Informer via les réseaux sociaux permet de toucher quand même beaucoup de monde. Des gens que vous ne toucheriez pas autrement, ça vous est déjà arrivé ? Ah bien sûr, oui. C'est comme ça que ça a commencé dès le début, pendant le confinement. Il a fallu d'avoir les réseaux sociaux pour informer sur les différents types. Vous parliez tout à l'heure du diabète, d'informer sur les bons sucres, les mauvais sucres, simplement par des petits posts très faciles à comprendre. Et en fait, ça conscientise et puis on permet de mettre en action après. Philippe Winer, dans votre restaurant, on mange sain. Qu'est-ce qu'on mange chez Meat Meat? Le nom l'indique, c'est de la viande. Oui. Est-ce que vous remarquez qu'il y a une demande de la part des clients, justement, d'avoir du good food, quelque chose d'équilibré, ou bien Dieu vous en garde? Non, chez Meat Meat, les gens viennent faire le plein d'une bonne viande. Hein, donc la démarche, elle est là, mais quelque chose que je constate depuis 15 ans, quand vous apportez une assiette à un client, pour 90% des gens, c'est exact. S'il y a des frites, un légume, une viande, la première chose que les gens vont prendre, c'est la frite et la tremper dans la sauce. Et ils vont manger la moitié des frites, et après ça seulement, ils vont attaquer la viande, et probablement que le légume, on va le jeter. Donc, il y a quand même un problème d'habitude. Et donc, finalement, ce que vous dites, c'est que des conseils qui peuvent être donnés, que ce soit dans la presse spécialisée, par les professionnels, par les pouvoirs publics, ils ne sont pas appliqués ou pas, ils ne correspondent pas à une espèce de culture qu'on a de la gastronomie en Belgique. On aime notre pièce de viande, on aime notre produit frit. Le belge est gourmand. Voilà, la sortie au restaurant est un moment de fête, évidemment. Ce n'est pas le moment où on va le plus se surveiller. Donc, il faut voir les gens chez eux avec leur frigo, je pense. Faire attention, quelques fois par semaine, c'est un bon plan, Marie Leger, ou pas? Tout est une question en fait de mesure. Il ne faut jamais tomber dans les extrêmes. Si on a envie d'aller manger une bonne viande, un bon steak, on y va. Maintenant, à partir de combien de fois c'est mauvais, on va dire ça comme ça? C'est pas une question de combien de fois. Finalement, il faut essayer de sentir notre corps aussi et de connaître ses limites. Mais si on a 1 ou 2 fois par semaine un resto où on dépasse, on va dire, les règles, il faut pas culpabiliser non plus. C'est très important et on le voit beaucoup en consultation aussi, d'avoir des personnes qui sont trop restrictives et qui culpabilisent des excès, ce qui est un comportement en fait très mauvais. Parfois pire. Donc. C'est quoi le déclencheur des gens qui viennent vous consulter, justement? C'est leur médecin qui leur dit qu'il faut faire quelque chose? C'est eux qui se reconnaissent plus? C'est des phénomènes de mode? Alors généralement, c'est vraiment une prise de rendez-vous spontanée, en disant soit il y a des symptômes qui montrent qu'un changement au niveau des habitudes alimentaires pourrait être positif, ou alors des personnes qui viennent vraiment en disant tout va bien, mais j'ai juste envie de faire mieux au niveau de mon alimentation quotidienne. Qu'est-ce que je peux intégrer comme petits gestes qui vont faire que ma santé va être au top à tous les points de vue, ou bien pour un exploit sportif, par exemple. Mais là, vous évoquez les gens qui vont bien, mais moi, je voudrais parler aussi de ces gens qui sont vraiment en surpoids. D'abord, à partir de quand on considère qu'on est vraiment en surpoids? Quelle est la différence, entre guillemets, être en surpoids et obèse? C'est pas pareil non plus. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la différence et que fait-on si vraiment c'est à partir de quel stade il faut agir? Alors, on est en surpoids à partir du moment où on dépasse 25 d'IMC. Alors, l'IMC, ça donne une valeur, on va dire, référence, mais en consultation, on va plutôt regarder la masse grasse, la masse musculaire, et voir comment est-ce que cette personne peut rééquilibrer ça en intégrant évidemment une activité physique, parce que si on ne veut pas tomber dans quelque chose de restrictif où on s'impose beaucoup de règles, on doit avoir une activité physique à côté, et alors on se fixe des objectifs pour changer ses habitudes alimentaires et atteindre son objectif, que ce soit lié à une perte de poids ou à une pathologie quelconque. Barbara Tract, pour ceux qui ne sont pas prêts à faire eux-mêmes l'effort, est-ce qu'à un moment donné, c'est au pouvoir public d'imposer des choses? Est-ce qu'on peut, par exemple, interdire certains produits ou la publicité pour certains produits? C'est quelque chose qui est envisageable ou c'est pas du ressort du politique?
je pense sur la publicité sur certains produits, oui, on peut effectivement l'envisager. Et puis, il y a certains produits qui sont nocifs et qui sont interdits. Donc, ce sont des choses qui peuvent s'envisager. Mais globalement, ce qu'on voit en promotion de la santé, c'est ce que Madame vient de dire. Les discours qui sont prescriptifs ou moralisateurs ou culpabilisants ne sont pas des discours qui sont efficaces. Ce qui est efficace, c'est effectivement d'informer, de sensibiliser, de rendre les gens conscients de ce qui est bon pour leur propre santé et de leur donner le pouvoir d'agir par rapport à cela. Et quand je dis le pouvoir d'agir, c'est compliqué, parce que je veux dire, ce que effectivement le monde médiatique ou publicitaire ou du marketing nous propose sont des produits ultra transformés, des produits qu'il suffit de mettre au four à micro-ondes pendant quelques minutes et qui ne sont pas des produits qui sont excellents. Mais est-ce qu'on ne devrait pas interdire ces publicités-là, comme on a interdit par exemple la publicité pour le tabac? Surtout aux abords des écoles, je dirais. Oui, on est parti de l'exemple de la disparition des distributeurs de boissons sucrées dans les écoles. Là, je pense que c'était absolument indispensable. Mais c'est venu de la marque elle-même, c'est pas le politique qui a dit on interdit alors je pense que ça aurait dû être interdit. Je pense que ça aurait dû être interdit depuis longtemps, singulièrement dans les écoles. Je vous rejoins. Je veux dire, dans les écoles, il y a un devoir particulier d'exemplarité. Non seulement il y a les enseignements qu'on donne, qui sont inculqués aux enfants, mais les enfants, et on le sait tous, non seulement ils écoutent ce qu'on leur dit, mais ils regardent aussi ce qu'on fait. Et donc c'est important que les écoles soient cohérentes et que donc effectivement elles ne proposent pas aux enfants ce type de boisson, ou dans les cantines scolaires. Je pense que c'est qu'il faut utiliser les cantines scolaires comme un lieu où des repas sains sont accessibles. Pour beaucoup d'enfants, le repas à la cantine à midi est le seul repas par jour qui peut être un repas équilibré. Donc, il faut saisir cette opportunité-là. Et il faut la saisir aussi comme élément d'enseignement. En fait, il y a ce qu'on mange, mais il y a aussi l'histoire, il y a ce qu'on a dans son assiette, d'où viennent les aliments, est-ce que ce sont des bons aliments, etc. Vous avez des projets concrets pour accompagner, puisque la restriction, apparemment, ce n'est pas votre truc. Donc, on a énormément de projets concrets dans les écoles. Ce n'est pas moi qui suis compétente, mais je sais que la Fédération Wallonie-Bruxelles a des projets, effectivement, pour rendre la nourriture de qualité accessible. Mais dans les compétences de promotion de la santé, la question de l'alimentation, le déterminant de la santé alimentation est le déterminant le plus évident. Et c'est celui sur lequel on a le plus de projets, des projets avec des personnes qui ont des difficultés de santé mentale, des personnes qui sont atteintes de diabète. On a une série de projets de cuisine de quartier, des projets de maraîchage urbain qui permettent aux personnes et aux personnes les plus fragilisées d'avoir aussi du pouvoir d'agir sur leur alimentation. Vincent Liévin, il y a des pays dont la Belgique pourrait peut-être s'inspirer ou des mesures qui ont déjà fonctionné en matière de mesures peut-être plus restrictives pour limiter le surpoids. Je prendrais déjà un exemple belge, on l'évoquait, c'est la ceinture verte dans la région liégeoise, où là, parce que, comme vous le disiez très bien, il faut agir à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que si on... Un mot sur la ceinture verte. Donc, la ceinture verte, je l'explique en 2 mots, c'est-à-dire que c'est des agriculteurs ou des maraîchers, et on crée des produits, et c'est simplement les produits qui sont réalisés à partir de la terre de la région de Liège, qui arrivent dans les écoles, voire parfois dans les crèches, parce qu'en fait, l'éducation au goût... Pour manger et goûter bien au restaurant aussi, l'éducation au goût, c'est tout début. Plus on commencera tôt, moins on aura envie de manger, ou en tout cas manger moins de produits hyper transformés. Et donc, si on peut déjà, à Bruxelles, il est possible, j'imagine, je sais qu'à Oderghem, il y a des potagers, je sais qu'il y a des éco-schools, notamment dans la région de Uccle aussi, il y a des éco-schools où ils ont un petit potager, où ils créent la nourriture pour une soupe dans l'école. Et donc, c'est par là que ça commence, parce que si on touche l'aliment et que la vache n'est pas juste une boîte de carton, on se dit, tiens, donc ça existe vraiment. Et donc, on peut commencer. En plus, l'enfant va revenir dans la maison, parce qu'on le sait, on l'a vu dans la gestion du déchet à l'origine. L'enfant vient et dit à ses parents, tu sais, j'aimerais bien goûter ça, avoir une vraie pomme, des choses comme ça. Donc, il faut repartir de la base quand c'est possible. Alors, toutes les écoles à Bruxelles ne peuvent pas avoir un potager. On a des objectifs un peu chiffrés en la matière, Barbara Tract. Il y a des objectifs, donc je ne les connais pas, ils relèvent de mon collègue, le ministre de l'Environnement. Mais il y a de plus en plus de potagers, non seulement des potagers urbains dans les écoles, qui permettent... Donc, et l'accessibilité aussi pour des maraîchers à l'extérieur de Bruxelles, des contacts entre ces maraîchers et des consommateurs à l'intérieur de la région. Il y a un développement Philippe Wiener, ça fonctionne, les restaurants qui font du circuit court, du good food absolu ou pas? Je pense qu'ils ont un succès. On parle beaucoup, les restaurants un peu sous les spotlights sont globalement... Ce tournant a été pris par le monde de la restauration. Voilà, mais après ça, la masse, aujourd'hui, le nombre de repas distribués chaque midi, est-ce qu'il
ce qui sont principalement consommés dans ces endroits-là. Ça, c'est une autre question. Ouais, donc, si je lis entre les lignes, vous pensez que non. Voilà. Vincent Liévin, vous intervenir sur quelque chose. Justement, vous arrivez, quand c'est possible, à prendre quelques-uns de vos produits localement. Enfin, j'imagine que sur Bruxelles, ça doit être difficile. Oui. Au restaurant, c'est évidemment les pommes de terre, c'est les questions, tout ce qui est salade, évidemment. On essaie d'acheter le plus possible européen et du coin. Oui. Marie Degy, vous nous disiez que vous suivez ce qui se passe à Anderlecht et je pense que vous donnez vous-même des cours de cuisine là-bas. Est-ce qu'il y a certains groupes sociaux qui sont plus sujets à la malbouffe, au surpoids ou pas? Et si oui, lesquels? Alors, ce que j'observe, c'est effectivement, la malbouffe, elle est présente quand il n'y a pas eu d'éducation par rapport à l'alimentation. Si nos parents ne nous ont pas cuisiné des bons petits plats, on va moins facilement le faire après. Ce que je remarque surtout, la malbouffe, elle touche les personnes qui sont désorganisées, en fait. Des personnes qui n'ont pas le temps d'aller acheter leurs ingrédients ou qui n'aiment pas cuisiner. Et alors là, ils vont se tourner vers la solution de facilité, en commandant, en allant au resto, etc. Et c'est ce qu'on essaye de sensibiliser, de dire faire des courses et cuisiner, finalement, ça prend pas beaucoup de temps. On peut même se faire livrer les ingrédients à la maison si on est vraiment débordé au travail, par exemple. Mais cuisiner des plats sains, finalement, c'est assez rapide. Je pose la question à la ministre, c'est quelque chose quand même que vous avez à l'œil, vous, cette répartition en couche sociale du surpoids? Oui, bien sûr. Et les priorités des actions en promotion de la santé vont aller vers les publics qui en ont le plus besoin, les publics les plus fragilisés. Peut-être une des spécificités qu'on a à la COCOF globalement et singulièrement en promotion de la santé, c'est qu'on part des besoins du terrain. Ce n'est pas l'administration qui agit elle-même, mais ce sont les associations qui nous disent, ils mettent l'accent sur certains publics, dans certains quartiers, des publics aussi qui rencontrent, je reviens avec la question du diabète, ce public-là, et singulièrement dans les publics qui sont les plus fragilisés, ont sans doute besoin davantage que d'autres de soutien, d'accompagnement, de sensibilisation, mais aussi de comment on fait quand on doit en fait subir des restrictions alimentaires ou s'imposer des restrictions alimentaires pour quand même avoir du plaisir, quelles recettes je peux faire. Et en promotion de la santé, ce qu'on va toujours privilégier aussi sont des actions collectives. Et donc, le fait de se rencontrer et d'être à plusieurs pour agir, ça augmente aussi son pouvoir d'agir personnel. Vous avez vous attribuez des subventions, oui. Vous soutenez des projets. Oui. Et là, vous avez cité le cas du diabète. La lutte contre le diabète, c'est quelque chose sur lequel vous voulez travailler là, dans les mois à venir jusqu'à la fin de la législature? Donc on vient aussi de lancer le nouveau plan de promotion de la santé à la suite des consultations du secteur. Et le secteur nous a dit, dans la promotion de la santé, le déterminant alimentation est un déterminant essentiel, un déterminant très important. Et donc les associations ont postulé, beaucoup d'associations ont été candidates pour travailler sur ces questions-là. Et donc on a ainsi des associations, par exemple à Cureghem ou même à Arn où il y a des activités de maraîchage plus importantes qu'ailleurs dans la région, où on va avoir des personnes fragilisées qui vont mettre les mains dans la terre ou bien qui vont ensemble cuisiner, des cuisines de quartier, etc., un petit peu partout sur Bruxelles. C'est toutes ces initiatives d'associations, on vient d'être renouvelées et relancées pour cette année qui vient. L'interdiction de la publicité pour certains produits, qui est pour, ici autour de la table, qui pense que c'est efficace? Allez, je pose la question à la cantonale. Philippe Winer, vous pensez que c'est efficace? Vous êtes prêt à soutenir l'interdiction de la... Oui. Les autres pas, non? Si, surtout aux abords des écoles. Surtout aux abords des écoles. Marie Degy aussi. Interdire, c'est quand même à un moment donné quelque chose qu'on peut faire, qui peut être accepté par des gens pour qu'ils prennent conscience de leur état. Parfois, il faut passer par là. Oui, moi, je pense aussi je pense à la télévision, par exemple. Je pense qu'aux alentours, par exemple, des programmes qui sont dédiés aux enfants. Il y a des publicités qui ne devraient pas avoir lieu à ce moment-là. Si je peux me permettre, voire limiter certains influenceurs. Ouais. Puisqu'aujourd'hui, on a un discours qui peut parfois être un peu dépassé par rapport à la réalité. C'est difficile de contrôler ce que les gens publient sur TikTok. D'accord, mais... voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque de rendre... Philippe Winer, et après je vais avec ma dernière question. Qui sont interdits à la vente en Belgique. Donc, oui, mais... voilà, les célèbres céréales rondes, très sucrées, on ne peut pas les vendre... En tout cas dans plein de pays. Non, mais les publicités pour les fast-foods qu'on présente comme des moments en famille qui sont sympas, presque habituels, presque routiniers, c'est presque... Je
pas dire criminel, mais c'est dangereux. Je parle sous contrôle d'une nutritionniste qui opine du bonnet, là. Voilà. Oui, certainement. Et certainement au moment où les enfants regardent la télévision. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment donné qu'on tombe dans une culture du corps parfait, de ne pas assumer le fait qu'à un moment donné, être un peu au-dessus de son poids, c'est pas forcément mauvais. On a fait des réserves pour l'hiver. Il faut qu'on se protège du froid. Il n'y a pas un risque quand même à un moment donné. Vous ne voyez pas des gens qui sont à la recherche du corps parfait dans vos consultations, dans vos lecteurs, Vincent, oui. Et ça se manifeste comment ? C'est surtout aussi au niveau, ça devient obsessionnel, on parle beaucoup d'orthorexie. L'orthorexie, c'est quand l'alimentation devient vraiment une obsession, on commence à culpabiliser, etc. Et on va aller dans une extrême et on va limiter toutes les graisses, on ne va pas consommer, un avocat parce que c'est trop grave, des choses comme ça. Et là, on tombe dans l'orthorexie. Donc c'est vraiment remplacer ça et retourner vraiment dans une base, on va dire, de bons pères de famille où on se sent bien dans notre corps finalement. C'est la règle numéro 1, ça. Et inévitablement, les réseaux sociaux renvoient cette image, puisqu'elle vous montre tel que vous êtes, alors ça n'est pas possible. Donc vous allez travailler pour que ça n'arrive plus. Pareil dans les médias, on va dire, traditionnels, à la télévision. Les présentateurs sont toujours absolument parfaits, n'est-ce pas ? Non, mais les héros, c'est rarement celui en surpoids. Celui en surpoids, c'est le bon copain, c'est l'idiot ou c'est le mauvais en général à la télévision. C'est vrai. C'est une réalité. Je vais vous demander, il nous reste, si je compte bien, 3 minutes. Je vais vous demander de conclure ce débat en disant, pour moi, la priorité en matière de lutte contre la malbouffe, ça doit être, vous avez le temps d'un jingle pour trouver. Vincent Liévin, ça doit être quoi pour vous la priorité ? Deux priorités. Pour le prix du Un très bon déjeuner le matin. Ça limite déjà les envies après. Et plus que 2 heures de sport par semaine dans l'école, parce que ça, c'est impossible. Ok. Philippe Wiener, la priorité pour le restaurateur que vous êtes, ça doit être quoi ? La priorité est déjà prendre le temps de manger, prendre le temps de se nourrir et de faire ses courses. Je ne parle pas du restaurateur. Se déstresser, pas arriver stressé à table. Ça, c'est quelque chose qu'on voit au restaurant. Les gens qui sont très stressés et qui mangent finalement ce qui est le plus réconfortant sur l'assiette. Et puis consacrer aussi un budget, aujourd'hui c'est une réalité. Aujourd'hui, ça coûte moins cher de mal se nourrir, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, ça coûte moins cher de mal se nourrir. Aujourd'hui, le budget nourriture doit être adapté. Marie Degy, qu'est-ce qui est la priorité pour la nutritionniste que vous êtes ? La priorité pour moi, ce sont les fibres. En fait, on ne consomme pas assez de fibres qui se trouvent dans les fruits et les légumes. Et donc, c'est vraiment d'accompagner dès le plus jeune âge, comme on disait tout à l'heure, dans des potagers pour que les enfants comprennent ce que sont les légumes, comment ils poussent, pour après pouvoir les manger plus facilement en quantité. Encore une question sur les enfants, parce que je voulais la poser, je ne l'ai pas fait. C'est bien de mettre un enfant au régime, à la diète, comme on disait avant, quand il est en surpoids, ou c'est une fausse bonne idée ? On ne parle pas, dans mon cas, de régime. C'est vraiment un rééquilibrage, parce que quand on parle de régime trop tôt, on va avoir des messagers chimiques toute notre vie qui vont en fait avoir peur et on va créer des aversions par rapport à ça. Donc des changements d'habitudes alimentaires qui vont passer d'abord aussi par une meilleure cuisine de la part des parents. Barbara Tract, quelle va être votre priorité à aller jusqu'à la fin de la législature comme ministre en matière de lutte contre la malbouffe et le surpoiis ? Je vais répondre un petit peu à côté de mes compétences. Pour moi, la priorité des priorités, c'est dès le plus jeune âge. Et donc là, effectivement, c'est plutôt à l'école ou dans les crèches. Ça ne relève pas en soi de la promotion de la santé de la COCOF. Pour la promotion de la santé à COCOF, vraiment de donner du pouvoir d'agir, c'est-à-dire bien informer les personnes, ne pas entrer dans des discours prescriptifs, culpabilisants, mais leur donner du pouvoir d'agir qui leur permet à la fois d'avoir une bonne santé, mais aussi de prendre du plaisir à manger. Bien, merci à tous les 4 d'être venus échanger sur le plateau de Versus. On espère que ça vous a donné des éléments de réponse, vous qui nous regardiez. On se retrouvera après la pause des congés, de nouveau des épisodes de Versus avec beaucoup de questions. Ce sera sur d'autres thèmes. À bientôt.